Je suis rentrée chez moi plus tôt que prévu. 92 membres de ma famille étaient à l'intérieur de ma maison. Je n'ai pas dit un mot. Quand j'ai garé ma voiture devant chez moi à 6 heures du matin, j'ai cru m'être trompée d'adresse. Des voitures étaient alignées des deux côtés de la rue. Un car de fête, un vrai car de fête blanc aux vitres teintées, avec un chauffeur endormi derrière le volant, était stationné de travers sur ma pelouse. Des ballons argentés et dorés accrochés à mon Porsche capturaient la lumière de l'aube. Et une immense banderole tendue sur toute la façade de la maison, fixée aux gouttières avec des attaches industrielles qui arracheraient plus tard la peinture quand je les enlèverais, affichée en lettres bleu marine, « La famille, c'est pour toujours ». Je suis restée assise dans ma voiture, moteur allumé, pendant 30 secondes entières. Puis j'ai compté les véhicules. 11 voitures, plus le car. J'ai coupé le moteur. Je m'appelle Claire Moreau. J'ai 36 ans. Je suis chef de projet dans une entreprise de logistique à Lyon. Je travaille plus de 60 heures par semaine et j'ai acheté cette maison grâce à 5 années d'économie et à un crédit immobilier que je rembourse seul. 3 chambres, un petit jardin que j'ai aménagé moi-même pendant 2 étés, un bureau au fond du couloir où je garde la photo de ma grand-mère, mes disques durs externes et le seul tapis persan authentique que je possède. Cette maison représentait une promesse très précise que je m'étais faite, avoir au moins un endroit dans ma vie où je contrôle tout. Un endroit où le chaos qui m'avait suivi pendant 30 ans, pas la malchance, pas les circonstances, mais ma propre famille, ne pourrait pas m'atteindre sans mon autorisation. Debout devant chez moi, ce samedi matin à 6h03, j'ai compris que cette promesse venait d'être détruite. Il y avait 92 personnes dans ma maison. J'ai appris le chiffre exact plus tard grâce à la facture de l'agence événementielle. 92 personnes, dont environ la moitié étaient des proches que je reconnaissais et l'autre moitié des inconnus complets, dans une maison où ils étaient entrés sans mon accord, sans invitation et sans ma clé. Parce que la clé qu'ils avaient utilisée, celle que ma mère gardait depuis 4 ans dans une boîte aimantée au-dessus de la porte de sa cuisine, était censée servir uniquement en cas d'urgence. Apparemment, dans ma famille, une urgence signifiait organiser une fête géante chez moi pendant mon absence. Mon frère Julien était sur le perron, en train de rire avec un homme portant une casquette de l'OL, une bière à la main à 6 heures du matin comme si c'était parfaitement normal. Il filmait tout avec son téléphone. Quand il a vu ma voiture, il n'a pas eu l'air coupable. Il avait l'air agacé. Comme quelqu'un qu'on dérange au mauvais moment. Il a descendu les marches du perron en levant déjà la main. « Ne commence pas », a-t-il dit avant même que j'ouvre la bouche. Ma mère est sortie derrière lui en tenant mon plat à gratin. Le plat à gratin de ma grand-mère. Le vrai. Celui que je lui avais expressément demandé de ne pas emporter lors de sa visite en mars. Il était rempli de porc effiloché. Elle m'a vu et son sourire a disparu instantanément. « Claire, tu rentres tôt. » « Tôt ? Dans ma propre maison ?» J'ai regardé derrière eux. Par la porte d'entrée ouverte, je voyais mon couloir. Mon couloir. Un petit garçon que je n'avais jamais vu dessinait au feutre violet sur le mur, accroupi près des porte-manteaux. De longues traces ondulées partaient des patères jusqu'aux plinthes. Sur le tapis de ma grand-mère, celui qui appartenait à notre famille depuis 40 ans et que j'avais fait nettoyer professionnellement 2 fois, une énorme tache rouge s'étalait au centre. Vin ou punch, peu importait. Des inconnus circulaient dans ma cuisine avec des assiettes en carton. Mon père est apparu derrière ma mère, les bras croisés. Il avait ce regard qu'il utilise sur moi depuis mes 16 ans. Depuis la première fois où j'ai osé contester une décision prise par la famille sans me consulter. Le regard qui dit « Tu vas encore créer un problème ». Et dans ma famille, créer un problème était considéré comme la pire des choses. C'est la famille, Claire. Ne fais pas de scandale. Je lui ai souri. Et immédiatement, ils se sont tus tous les deux. Parce qu'ils connaissaient ce sourire. J'avais passé 36 ans à le perfectionner spécialement pour ce genre de moment. Et ils savaient instinctivement que la version souriante de moi était beaucoup plus dangereuse que celle qui criait. « Tu as raison », ai-je dit calmement. Je ne vais pas faire de scène. Je suis passé devant eux,
à travers ma propre porte d'entrée, devant l'enfant au feutre violet et un groupe de cousins qui prononçaient mon prénom comme si j'étais l'invité. J'ai traversé le couloir jusqu'à mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Il faut que vous compreniez ma famille pour comprendre ce qui s'est passé. Mes parents, André et Sylvie Moreau, ont élevé Julien et moi dans une maison de banlieue à Villeurbanne. Mon père travaillait comme technicien de maintenance industrielle et ma mère faisait des retouches de couture à domicile. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Je tiens à être précise là-dessus. Ils ne sont ni cruels ni malveillants. Ce sont des gens qui ont passé des décennies à croire que la famille est une ressource commune sans frontières et que la vie privée individuelle est une forme d'égoïsme. Toutes les grandes décisions de mon enfance étaient prises collectivement puis annoncées après coup. Ma chambre a été prêtée un été entier à mon cousin Mathieu sans qu'on me demande mon avis. Une partie de l'argent que ma grand-mère avait placé pour mes études a servi à réparer la voiture de Julien. L'argent prévu pour ma robe de terminale a financé un grand repas de famille. Et chaque fois, on me répétait la même phrase, « Toi, tu comprends. Tu es la raisonnable. » Dans ma famille, être la raisonnable signifiait être celle qui absorbe tout. Julien a 3 ans de moins que moi et Julien n'a jamais été le raisonnable. Il possède le charme particulier des gens qui n'ont jamais eu besoin de discipline parce que quelqu'un nettoyait toujours derrière eux. Il est drôle, charismatique et parfaitement conscient de ses qualités. En 8 ans, il m'a emprunté de l'argent 11 fois et ne m'a remboursé que 2 fois. Il a lancé une entreprise de jardinage, un food truck, une application mobile et un groupe d'investissement immobilier. Chaque projet s'est effondré pendant que ma famille répétait « C'est juste un mauvais timing », Claire, avant de suggérer que je l'aide encore à se relever. Je ne raconte pas cela pour vous mettre en colère à ma place, même si c'est peut-être déjà le cas. Je raconte cela parce qu'à 6 heures du matin, enfermée dans mon bureau pendant que 92 personnes détruisaient ma maison, je n'étais pas vraiment surprise. J'étais dans cet état étrange où l'on voit exactement arriver la catastrophe tout en refusant encore d'y croire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'avais appris depuis longtemps que ma famille ignorait parfaitement les cris et les larmes. J'ai changé le code du garage depuis l'application de mon téléphone. Puis j'ai ouvert le portail bancaire de la carte de secours que mes parents utilisaient en cas d'urgence hôpital, panne de voiture, ce genre de choses et j'ai demandé un gel temporaire. Ensuite, j'ai envoyé un message au serrurier qui avait changé mes serrures quand j'avais acheté la maison. Marc, désolé pour l'heure. J'ai besoin de refaire toutes les clés aujourd'hui. Je paie le double du tarif week-end. Appelle-moi dès que tu te réveilles. Son prénom était aussi Marc, ce que j'ai trouvé ironiquement drôle vu les circonstances. Puis j'ai réservé 2 nuits dans un hôtel du centre-ville. Ensuite, j'ai trouvé l'enveloppe. Posée sur mon bureau. Pas cachée dans un tiroir. Directement sur mon bureau, sous une tasse à café utilisée comme presse-papier. Comme si quelqu'un l'avait déposée à la hâte avant d'oublier de la cacher. Ou comme si personne n'avait imaginé que je rentrerais avant dimanche. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Sur le devant, une écriture inconnue indiquait « Contrat de location, réunion famille Moreau ». Mon cerveau a essayé une seconde de classer ça dans la catégorie « pas mon problème ». Puis cet instinct que j'avais développé en 36 ans m'a soufflé « ouvre-le ». Je l'ai ouvert. 8 pages à l'entête d'une société événementielle lyonnaise appelée Événement Prestige Rhône-Alpes. Contrat standard de location de salle privée. Date de l'événement, aujourd'hui. Lieu, mon adresse. Responsable légal du lieu et de toutes les dégradations, blessures, infractions municipales, moi. Enfin, officiellement moi. Parce que la signature en bas de la page 6 n'était pas la mienne. Je connais ma signature. Je sais exactement comment le C de Claire se courbe, où commence la boucle du M de Moreau, la manière dont mon dernier E s'étire légèrement parce que j'étais gauchère jusqu'au CE1. Cette signature n'était pas la mienne. C'était une imitation maladroite. Une copie tracée à partir d'un chèque ou d'un ancien document auquel Julien avait eu accès. Mes mains sont devenues glacées. Pas tremblantes. Glacées. Et la différence est importante. Trembler, c'est la peur. Le froid,
C'est votre cerveau qui cesse de réagir émotionnellement pour devenir extrêmement méthodique. J'ai lu le contrat en entier. Une clause précisait que le propriétaire du lieu assumait jusqu'à 15 000 € de dommages non couverts par l'assurance de l'agence événementielle. 15 000 €. Je suis resté fixé sur ce chiffre 4 secondes exactement. Puis j'ai envoyé un mail à mon avocate, maître Priya Meunier, à 6h17. Priya avait 41 ans et 15 années d'expérience en droit civil. Je l'avais rencontrée 4 ans plus tôt après un litige avec un entrepreneur malhonnête. Depuis, elle était la personne que j'appelais quand j'avais besoin de quelqu'un de calme au moment où moi je ne pouvais plus l'être. L'objet du mail disait « Possible fraude impliquant ma maison. Je vous appelle dans 5 minutes. » J'ai photographié chaque page du contrat avant de lui envoyer. Puis j'ai transmis les mêmes photos à mon assurance habitation. Ensuite, je suis ressorti chercher mon frère. La fête battait son plein. Quelqu'un avait connecté une enceinte Bluetooth à mon propre système audio. Des enfants couraient dans le couloir. Ma tante Françoise était installée dans mon fauteuil de lecture avec une assiette en carton sur les genoux. Julien se tenait près de la cheminée, au centre de l'attention comme toujours, distribuant la générosité avec les ressources des autres. Je l'ai entendu dire à un groupe de cousins, « Claire a toujours été comme ça. Elle est incroyablement généreuse, elle n'aime juste pas le montrer. » Il parlait de moi. Il expliquait mon absence. Elle a prêté la maison pour la famille. C'est tout elle. Je suis resté un instant à le regarder sans qu'il me voie. Il désignait mes murs, mes meubles, ma maison entière avec cette fierté possessive propre aux gens qui n'ont jamais rien possédé eux-mêmes. Julien, ai-je dit. Cuisine. Il a fait une grimace mais il m'a suivi. J'ai posé le contrat sur l'îlot central entre nous. Son visage a changé une fraction de seconde avant qu'il retrouve son air agacé. Je l'ai vu. Cette micro-expression très précise de quelqu'un qui vient d'être découvert et qui calcule ce que vous savez déjà. Où t'as trouvé ça? Sur mon bureau. Dans mon bureau. Dans ma maison. La société avait besoin d'un nom pour les autorisations. C'est juste de l'administratif, Claire. Tu as falsifié ma signature. Arrête ton cinéma. La clause de responsabilité me rend légalement responsable de 15 000 € de dégâts. Personne ne va se blesser. Un enfant a dessiné au marqueur permanent sur mon mur il y a 20 minutes. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, les mains déjà tordues par cette fausse nervosité qu'elle maîtrise parfaitement depuis des années. Claire, tout le monde passe un si bon moment, maman. Je me suis tournée vers elle. Tu étais au courant de ce contrat? Elle a baissé les yeux vers le sol. Pas vers Julien. Pas vers moi. Vers le sol. Cette réponse silencieuse m'a coûté plus cher qu'un oui. Mon père est entré à son tour, les bras croisés. Ton frère s'est occupé de l'organisation. On ne voulait pas te déranger pendant ton déplacement. Donc vous avez utilisé ma clé d'urgence pour organiser une fête de 100 personnes chez moi? Nous avions une clé, a murmuré ma mère. Vous aviez une clé d'urgence. Pour les urgences. C'est la famille, Claire, a répondu mon père. La famille n'a pas besoin d'invitation. Julien avait retrouvé son aplomb. Tu vas faire quoi? Appeler la police contre mamie? Contre tante Françoise? Vas-y, Claire. Passe l'appel. J'ai regardé autour de moi. Les miettes incrustées dans les joints du carrelage que j'avais refait l'automne précédent. Un verre de vin posé directement sur le bois de la table alors que je demandais depuis 4 ans d'utiliser des dessous de verre. Une fissure sur le distributeur de savon que j'avais acheté à Porto. Je n'avais pas encore découvert le lavabo fissuré de la salle de bain. Je le découvrirai à 21h47 ce soir-là, quand tout le monde serait parti et que je reviendrai photographier les dégâts avec une lampe torche. J'ai regardé mon frère. Non, ai-je répondu. Je vais te laisser terminer. Il a cligné des yeux. Profite de la fête. Prends toutes les photos que tu veux. Continue à raconter à tout le monde à quel point je suis généreuse. Ma mère a tendu la main vers mon bras. Merci ma chérie,
j'ai reculé hors de sa portée. Mais après aujourd'hui, aucun de vous n'aura encore accès à ma maison, à mon argent ou à ma patience. Mon père a serré la mâchoire. C'est une menace? C'est une limite. Je suis retourné dans mon bureau. J'ai pris un sac, mon ordinateur, mon passeport, la pochette contenant les bagues de ma grand-mère, mon disque dur externe avec 4 ans de documents financiers, mon chargeur. Je n'ai pris aucun vêtement. J'achèterai ce qu'il me faudrait à l'hôtel. Puis j'ai traversé ma maison au milieu de la musique, des rires et des assiettes en carton pendant que les invités me regardaient comme si j'étais une étrangère chez moi. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie pendant que la banderole, la famille, c'est pour toujours, claquait dans le vent de septembre derrière moi. Cette nuit-là, mon téléphone s'est rempli de messages. Je ne les ai ouverts qu'à 21h15, assise au bord du lit d'hôtel devant un plateau repas intact. Maman, 20h42, tu as mis tout le monde mal à l'aise en partant. Comme toujours. Papa, 20h57, on ne t'a pas élevé pour ce comportement. Julien, 21h04, ne transforme pas ça en drame, Claire. Je suis sérieux. Tante Françoise, 21h11, ta mère pleure. Mon cousin Lucas, 21h18, franchement c'était froid de ta part. Puis ma mère encore, à 21h22, tout le monde est reparti blessé à cause de toi. J'ai relu ce message 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai appelé Priya. Elle était réveillée depuis mon mail de 6h17. Elle avait déjà examiné les photos du contrat, fait des recherches sur l'entreprise événementielle et préparé une première stratégie. La bonne nouvelle, m'a-t-elle dit, c'est qu'une signature falsifiée sur un contrat en France n'est pas une zone grise juridique. C'est une fraude claire. Elle a marqué une pause. Si nous allons au pénal, la procédure appartiendra ensuite à la justice. Si nous restons au civil, nous contrôlerons davantage le processus. Vu qu'il s'agit de votre famille, vous devez réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Les deux, ai-je répondu. Silence. Très bien. Les deux. Le lendemain matin, je suis revenu chez moi. Le quart de fête avait disparu. Les ballons étaient presque dégonflés. La banderole était encore là. J'ai tout photographié avant de toucher quoi que ce soit, le mur couvert de marqueurs violets sur près de 2 mètres, la tache sur le tapis perçant, le lavabo fissuré, les rayures sur le parquet, la latte cassée de la clôture du jardin. J'ai envoyé chaque photo à Priya avec l'horodatage et la localisation activée. Mon assurance m'a rappelé à 11h15. La bonne nouvelle, a dit mon agente, reprenant exactement la même formule que Priya, c'est que votre contrat couvre les événements non autorisés. La mauvaise nouvelle, c'est que la société événementielle va utiliser la signature comme preuve de votre consentement. Ce n'est pas ma signature. Je le sais. Mais il nous faut une expertise officielle. Priya avait déjà pensé à tout. Elle a engagé un expert graphologue judiciaire qui travaillait régulièrement avec les tribunaux français. Son rapport, rendu 4 jours plus tard, concluait que la signature avait presque certainement été reproduite par calque ou imitation à partir d'un document authentique. Presque certainement. Dans ce métier, c'est la formule la plus proche d'une certitude absolue. 5 jours après les faits, Priya a envoyé une mise en demeure recommandée au domicile de Julien. Le courrier détaillait la falsification, l'intrusion, les dégradations et l'utilisation frauduleuse de mon identité dans un contrat commercial. Le montant des dommages réclamés s'élevait à 19 420 €. Mon père m'a appelé 20 minutes après la réception du recommandé. Claire, je pense qu'on devrait régler ça en famille. Je suis disponible jeudi à 14h, ai-je répondu. Mon avocate sera présente. Il a prononcé le mot « avocate », comme si j'avais annoncé l'arrivée d'un tigre dans le salon. Julien a fait une erreur. Il aurait dû demander. Mais aller voir la police pour une fête de famille? Je ne vais pas voir la police pour une fête de famille. J'y vais pour une falsification de signature sur un contrat engageant ma responsabilité financière sans mon consentement. La fête est un problème différent. Ni mon père ni Julien ne sont venus au rendez-vous du jeudi. Ma mère, si. Seule.
assise face à Priya dans une salle de réunion beaucoup trop élégante pour la mettre à l'aise. Priya lui a expliqué calmement le rapport d'expertise, les dommages, les conséquences financières que j'aurais subies si quelqu'un avait été blessé pendant l'événement. Ma mère a gardé les mains jointes pendant longtemps avant de murmurer, « Il nous avait dit que tu étais d'accord. Que c'était ton idée. » Je n'ai rien répondu. « Tu savais qu'il avait des dettes ?» Sa voix s'est brisée légèrement. Il nous disait que son entreprise de jardinage marchait bien, mais il devait déjà de l'argent à la société événementielle. Il avait donné ton adresse comme garantie. J'ai compris alors. Julien avait utilisé ma maison pour couvrir une dette qu'il ne pouvait pas payer. Il avait parié sur 36 ans de ma docilité. Il avait perdu. Les négociations ont duré 9 jours. Julien a fini par accepter de payer l'intégralité des 19 420 €. Il ne les avait pas. Nous le savions tous. Ce qu'il possédait, en revanche, c'était une part de la maison familiale de Villeurbanne où il vivait encore au sous-sol. L'accord préparé par Priya a placé une créance sur cette part de propriété. En clair, le jour où la maison serait vendue, la dette de Julien serait prélevée avant qu'il ne touche un centime. Dans une famille, c'est ce qu'on appelle l'option nucléaire. Ma mère l'a compris immédiatement. Et elle m'a alors révélé quelque chose que je n'attendais pas. Il a déjà fait ça avant, a-t-elle dit doucement. Pas à la famille. À d'autres personnes. Le food truck. Un associé nommé Thierry. Une adresse utilisée sans autorisation. Un avocat déjà impliqué. Et mes parents qui avaient payé pour étouffer l'affaire. Il existe des moments où l'on réalise que ce qu'on prenait pour un accident isolé est en réalité un schéma répété depuis des années, protégé par ceux qui auraient dû vous prévenir. Je suis désolée, a murmuré ma mère. 2 mots. Insuffisants. Mais sincères. J'ai retiré définitivement à mes parents l'accès à ma carte de secours. J'ai changé toutes les serrures de la maison. Je n'ai pas coupé les liens avec eux. Ce n'était jamais mon intention. Mais j'ai redéfini les règles. Désormais, mes parents sont les bienvenus chez moi avec 24 heures de préavis. Une invitation est nécessaire. J'organiserai un seul événement familial par an, à la taille et à la date que je choisirai. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont les conditions minimales pour qu'une relation reste possible. Julien et moi ne nous parlons plus depuis l'accord. Il ne s'est jamais excusé. Il a simplement fait transmettre par ma mère ce message exact, dit à Claire que ce qu'elle a fait est excessif et qu'un jour elle le comprendra peut-être. Je l'ai lu. Puis supprimé. La procédure judiciaire suit toujours son cours. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire depuis mon fauteuil de lecture, dans mon salon, dans ma maison, qui sent encore la peinture fraîche du couloir repeint et le bois du nouveau tapis qui a remplacé celui de ma grand-mère. Ce tapis n'est pas le sien. Rien ne le sera jamais. Mais il est chaleureux, il couvre le sol et il est à moi. Claire Moreau, 36 ans, chef de projet, propriétaire, la raisonnable. Voilà ce que j'ai compris depuis ce matin-là à 6 heures devant chez moi, être capable n'est pas une invitation. Ce n'est pas une ressource familiale illimitée. Ce n'est pas un compte ouvert dans lequel les autres peuvent puiser simplement parce que vous n'avez jamais fermé l'accès. Les compétences sans limite deviennent une autre forme de prison. La banderole disait, la famille, c'est pour toujours. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était, tu absorberas ça comme tu as absorbé tout le reste parce que tu nous aimes et que nous le savons. Ils avaient raison sur une chose, je les aime. Ils avaient tort sur tout le reste. Je n'ai pas besoin que ma famille comprenne la différence. J'avais simplement besoin de vivre selon cette différence. Et maintenant, c'est le cas.